Carrie Mabric, bonjour. Salut. On voulait parler d'âge d'or. Oui, d'âge d'or. En fait, oui, est-ce que ça vous fait peur de vieillir? Ça vous fait peur? Terriblement. Oui? Oui, ben oui. C'est Un quel jour, je bout ne qui pourrai fait peur, plus faire en fait? de trottinette, en fait. J'ai bien peur à ce jour où je vais être... Ben, peut-être qu'il y aura des espèces de trottinettes adaptées, là. Je me Pourquoi mettrais pas? en quadriporteur, c'est assuré. Non, blague à part, ce qu'on constate, puis c'est de ça dont on voulait parler, c'est qu'en fait, la gestion de la vieillesse au Québec a quand même du plomb dans l'aile. Il y a les gens très fortunés, ils peuvent toujours se débrouiller, mais pour la classe moyenne, les gens qui n'ont pas nécessairement les moyens, il y a de moins en moins d'offres sur le marché. Ce qu'on apprend, là, c'est qu'il y a 760 résidences pour personnes âgées qui ont fermé leurs portes depuis 2018, des plus petites, là, c'est un peu ce que tu me disais tout à l'heure. Et donc, moins de choix. Il reste les CHSLD, mais tu sais, c'est quand même pas le grand luxe. Souvent avec des enjeux là, au niveau de l'hygiène, de la nourriture. On a même eu à l'émission, plus tôt cet été, là, une dame qui était carrément maltraitée dans sa résidence. Oui. Tu sais, on gère mal, en tout cas, j'ai l'impression, au Québec, cette phase-là de la vie. Tout à fait. Puis quand tu regardes ça, tu as raison de dire ça nous inquiète. On se dit qu'on aimerait ça vivre le plus longtemps possible dans nos maisons, dans nos appartements. On sait à quel point la question du logement, c'est fondamental, à quel point ça a beaucoup augmenté aussi. Puis il y a un article qui est intéressant. En fait, c'est l'auteur et le président, chef de la direction du groupe Maurice, qui a écrit, qui s'appelle Alain Champagne, lettre ouverte, donc dans Le Devoir. Et lui, il parle du défi du vieillissement face au fardeau réglementaire. Tu as mentionné le chiffre, là. Il fait référence à ça. Hein. Depuis 2018, près de 760 résidences qui ont fermé leurs portes. Là, on parle quand même d'un gros groupe, mais moi, je pense à ces petites RP, à ces petites résidences qui ont peut-être moins les coûts des franges et surtout qui ont moins de moyens pour tout adapter parce que c'est ce qu'on va reprocher. Il y a beaucoup de résidences qui vont dire le fardeau, là, la réglementation. Oui, on veut que ce soit sécuritaire, mais en même temps, est-ce que là, on est en train de mettre une espèce de pression et on demande des normes qui sont très difficiles à atteindre pour tous, qui n'ont pas les mêmes budgets, et ce qui fait en sorte que, oui, tu as des gros groupes qui vont être capables de standardiser un peu tout ça, mais pour les autres, ça va être... il y en a qui vont simplement, comme on dit, jeter la serviette. Oui, Bernard Drinville, donc, qui avait fait sa publication de nouvelles politiques, dit on va alléger les exigences réglementaires, administratives qu'on impose, mais plusieurs acteurs du milieu disent ce n'est pas assez, il faut aller quand même beaucoup plus loin que ça. Et pourquoi aussi, c'est que j'ai l'impression qu'on veut toujours faire du mur à mur, c'est le cas de le dire. Là. Des fois, tu as des résidences, ça pourrait être intéressant de se dire, tu n'as pas tout besoin, comme on dit, d'avoir de l'assistance particulière. Il y en a, c'est peut-être une espèce de lieu, on pourrait réinventer tout ça. On nous a parlé des maisons des aînés, mais c'est tellement cher, c'est tellement beaucoup d'argent. Est-ce que si on jumelait cette idée des services, des soins à domicile, moi, j'ai l'impression qu'on pourrait aller un peu plus vers ça. Tu sais, tu as des... Tu sais, par exemple, si on regarde même des coopératives d'habitation. Tu sais, tu as des coopératives d'habitation, je pense que ça pourrait être un modèle pour... Des coopératives de personnes âgées. Oui, un peu plus. Parce que j'ai quand même l'impression, Karima, puis je me permets de t'interrompre, parce que, tu sais, là, on parle de réglementation, puis bon, c'est toujours de bon ton de dire qu'il faut moins de règles, puis tous les gouvernements nous promettent ça depuis la nuit des temps. J'ai quand même l'impression qu'en matière de résidence pour personnes âgées, bon, j'imagine qu'il y en a plein, enfin, il y en a quelques-unes qui sont farfelues de ces règles-là, mais tu sais, beaucoup des règles qu'on a mis en place sont en réaction à des événements qui sont produits. Comme à l'île verte, par exemple, avec les gicleurs, l'incendie. Fait que là, il faut que tout le monde ait des gicleurs, puis tout le monde ait ceci, puis ça. Là. Puis évidemment qu'il faut ça, mais là, après, comme tu le dis, il y a peut-être une petite résidence de 5 personnes qui a 3 portes, puis ils n'en ont pas besoin, mais eux, c'est les gicleurs. Après ça, il y avait des histoires de gens qui prenaient un bain par semaine. C'est comme, à un moment donné, tu sais, je comprends que, tu sais, c'est peut-être compliqué, là, une personne qui n'a pas d'autonomie, de la déshabiller, de la mettre dans le bain et tout ça. Fait qu'on veut pas faire ça 4 fois par jour, mais tu sais, une fois par semaine, coudonc, je sais pas, toi, combien de fois tu prends ta douche, mais moi, c'est comme plutôt une fois par jour, mettons. Fait que là, on a dit, OK, il faut des normes en matière d'hygiène. Puis la nourriture de même. Puis à chaque fois, on rajoute, évidemment, des couches de réglementation qui sont, évidemment, qui vont... c'est comme le bon sens, mais effectivement, ce que disent les petites résidences, c'est que chacune de ces règles-là, c'est des papiers à remplir, c'est des preuves, c'est des inspections, c'est d'aller, là. Puis quand tu gères une RPA de 10, 12, 15 personnes, puis que tu n'en as qu'une seule, c'est impossible de faire face à tout ça. Tu n'as pas un
comptables à temps plein comme le groupe Maurice ou les résidences Soleil ou ça. Fait que tu fermes. Mais là, chaque fois qu'une petite résidence ferme, j'ai peur que ça soit moins d'offres sur le marché et donc que nos aînés soient aux prises avec un genre de gros oligopole très standardisé. Puis c'est pas toujours donné non plus. Et pas donné, oui, effectivement. Puis moins il y aura de joueurs, plus les prix vont être élevés parce que, écoute, moins de concurrence, hein, c'est souvent ce que ça donne. Donc, mais, tu sais, on parle de milieu de vie. Moi, j'ai l'impression que ce champ-là, il est comme à réinventer, il est à repenser. On a voulu, tu sais, on fait les choses comme on peut, mais tu regardes les chiffres quand même sur le vieillissement. Moi, ça me fait halluciner. On nous raconte, par exemple, que la population de 65 ans et plus, c'était 9 %. Ça représentait 9 % de la population en 1981. Maintenant, on est autour de 21 % de la population. Puis en 2040, je voyais des chiffres, ça va être plutôt le quart, une personne sur 4. Donc, tu sais, oui, tu parles des CHSLD, ça, c'est quand tu arrives vraiment, tu sais, un petit peu au bout du système, puis tu as besoin d'aide. Moi, j'ai l'impression, comme je te dis, je pense que peut-être le salut, ça va être sur cette question, notamment de services à domicile. On peut imaginer des blocs appartements, peut-être, tout simplement des appartements où, là, tu as des services qui se déploient pour aller faire ta tournée puis aller voir ces personnes-là. Ils n'ont pas nécessairement besoin d'avoir de l'aide toute la journée. Tu n'as pas besoin d'installer 12 000 affaires dans ces appartements-là. C'est des personnes âgées. Tu vois, c'est que j'ai l'impression que là, on fait du mur à mur puis on oublie que peut-être que la solution, on pourrait mettre en place des systèmes, tu aurais une sorte de colocation de personnes âgées, des logements aménagés un peu de cette façon-là. Parce que c'est là où, tu sais, puis je veux pas... Puis s'il y a des gens qui connaissent ça mieux que nous, n'hésitez pas à nous écrire au 87 Cube Radio, 1-877-827-2346, mais moi, puis je suis évidemment favorable à ça, le soin à domicile, puis tu sais, évidemment, on veut que les gens restent à la maison, puis moi-même... Mais ça fait une différence, Francis. Là où je veux en venir, Karima, c'est que, tu sais, du point de vue strictement économique, si tu as une infirmière qui est capable de traiter des personnes âgées, si elle passe 3 mètres entre chaque porte puis qu'elle peut faire 10 personnes âgées dans son corps de travail versus embarquer dans ton char, conduire chez la personne, débarquer de ton char, rentrer chez la personne, faire les soins, retourner dans ton char, rembarquer dedans, aller au deuxième. C'est sûr qu'à un moment donné, ça coûte plus cher. Fait que si on en pas nécessairement, non, parce que en fait, c'est ça qui est intéressant de mettre sur la table. C'est que, tu sais, tu parles de l'infirmière, exemple, qui serait là, elle est dans ce quadrilatère. Oui, tu as des résidences qui ont besoin de beaucoup de services, là, je veux dire, des clients qui sont vraiment en perte d'autonomie. Donc là, tu es dans un endroit qui est presque médical. A une efficacité. Oui. Là, mais tu sais, je regarde même, je trouve que, par exemple, en France, moi, je suis beaucoup là-bas, c'est beaucoup plus développé. Là, même la médecine, on peut élargir le cadre. Mais tu sais, la médecine des médecins qui se promènent, qui sont littéralement en voiture, puis tu as un souci, bien, eux, ils vont se déplacer, puis il y a un système là, de paiement où est-ce qu'eux, ils vont recevoir. Mais c'est ce que je comprends pas. Comment est-ce que mettre un médecin dans le trafic, c'est efficace parce du point de vue des que coûts, la personne qui va rester dans sa maison le plus longtemps possible, elle va souvent vieillir mieux. Et tu fais plus de prévention, si tu veux. Par exemple, si tu as un problème de santé, bien là, tu vas être suivi, tu vas avoir peut-être la médication. Tu vas pas te rendre finalement aux urgences, tu vas pas occuper un lit. Si tu es dans une structure médicale, plus tu étires cet élément-là, plus les gens vivent à la maison en général. Oui, tu fais quand même... les coûts de système sont importants, même si ça soit au détriment d'une inefficacité comme quotidienne. Mais c'est même pas si inefficace, parce qu'à un moment donné, ça dépend. Si tu as des infirmières ou des médecins qui sont assignés à ça, c'est leur boulot, bien oui, c'est ta route. Peut-être que tu as un patient qui est à cette place-là. À un moment donné, là aussi, tu peux améliorer ton circuit. Moi, tu vois ce que je veux dire? C'est comme si on n'est pas capable de penser à ça. On n'y pense pas. Mais même moi, comme je te dis, j'ai de la misère à réfléchir comment circuit dans la ville avec ton char dans le trafic, c'est efficace. Je sais qu'on le voit, mais je comprends pas comment c'est efficace. Si t'es malade, tu te retrouves à l'urgence, puis que là, ensuite, tu te déplaces, tu vas voir un médecin. Là, ensuite, lui, il va peut-être te donner un papier pour aller voir un médecin spécial. Tu sais, c'est des ressources. Et d'ailleurs, il y avait ça aussi. Bon, évidemment, tu me diras, il y a l'agenda politique, c'est un peu campagne électorale, on s'en va vers ça. Soutien à domicile, le Québec a décidé, là, on en a parlé. Ça aujourd'hui. Exactement, projet pilote sur le soutien. Je trouve qu'il y avait un exemple qui était intéressant là-dessus. La personne disait, c'est l'aide au bain. Tu me demanderas, c'est quoi le rapport?
Bien, l'aide au bain, ça permet que la personne, peut-être, si elle l'avait pris toute seule, puis elle est quand même, tu sais, elle a toute sa tête, elle fait son petit déjeuner le matin, elle est occupée, elle va faire sa petite marche ou à la limite, elle est tranquille à la maison, mais elle a du mal un petit peu pour faire ces soins-là. Bien, imagine, elle est toute seule, elle fait le bain, puis elle tombe, puis elle se brise la hanche, puis elle se retrouve finalement hospitalisée. Bien, juste avec un soutien d'aide à domicile, peut-être que ça t'aura coûté, je sais pas, là, on dit que les services, ça peut varier entre 8 70 et 30 et 30 par heure. Là, tu peux avoir des tarifs horaires réduits. C'est ça l'objectif de ce soutien à domicile. On parle de quand même presque 39 millions. 40 millions de dollars. Qui est alloué à ça. Mais tu vois ce que je veux dire? Quelque part, c'est des économies aussi que tu fais parce que les personnes ne se retrouvent pas je comprends. dans des centres avec, oui, une infirmière qui est là 24/7, mais tu n'as pas nécessairement besoin de te retrouver dans une situation comme ça. Puis tu as peut-être envie d'être chez vous le plus longtemps possible. Je te dis, moi, c'est ma pire crainte. Je faisais des blagues sur la trottinette, mais ma pire crainte, c'est de finir dans un endroit où je suis ton pas heure autonome, de dîner que je mange telle heure est là, tu manges à telle heure. C'est pas la vieillesse qui me fait peur, c'est les conditions de la vieillesse. Karima Brick, merci beaucoup d'avoir été avec nous. On se retrouve demain sans